Bonjour! Aujourd'hui, 3.7, la mise à la terre, puis 3.8, les instruments de mesure. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que des fois, les lois de Kirchhoff, c'est pas la meilleure façon de résoudre des problèmes de circuit. Donc, on va voir qu'on peut utiliser certaines techniques dans certaines circonstances qu'on va voir pour rendre la résolution plus simple. On va commencer par un exercice relativement simple pour mettre en contexte c'est quoi la mise à la terre. Donc, supposons qu'on a cette situation-ci. Donc, c'est un circuit des plus simples dans lequel vous avez 4 points, une pile et 2 résistances. Donc, on vous donne les valeurs ici. Et on pose que le potentiel vaut 0 au point D. Et on vous demande, c'est quoi les potentiels au point A, B et C. Là, il faut comprendre que l'endroit où on pose V égale 0, c'est arbitraire. On peut faire ça où on veut parce qu'en réalité, c'est jamais vraiment la valeur du potentiel qui est importante, mais plus les différences de potentiel sur les éléments. Mais des fois, ça peut être pratique de poser une valeur de potentiel en un point pour déterminer le potentiel en d'autres points et ensuite faire des différences, donc juste faire des soustractions. Donc, comme les résistances sont en série, on peut simplifier notre circuit en disant j'ai deux résistances, la somme des deux va me donner 6 ohms tout simplement, puisqu'il y en avait une qui était 2 puis l'autre était 4. Et je peux déterminer la valeur du courant dans ce circuit-là, vu que j'ai une pile de 18 volts avec une résistance équivalente de 6 ohms, mon courant est de 3 ampères tout simplement. Ceci étant dit, si ici j'ai 0 volts dans mon conducteur, je sais que je vais avoir 0 volts partout. Quand j'arrive à la pile qui est ici, de l'autre côté de la pile, je vais avoir 18 volts nécessairement parce que c'est une pile de 18 volts. Donc si j'ai 18 volts en ce point-là, partout dans le conducteur qui est ici, je vais avoir 18 volts. Donc au point A, on a 18 volts tout simplement. Les points C et D sont reliés par un conducteur. Donc j'avais 0 volts au point D, j'ai aussi 0 volts au point C. Et maintenant, il me reste à déterminer quel est le potentiel au point B. D'une certaine façon, le plus difficile. Comment je peux faire ça? Je peux dire, j'ai 0 volts ici. Ici, j'ai une résistance de 4 ohms parcourue par un courant de 3 ampères. 4 fois 3, ça me fait une différence de potentiel de 12 volts. Et donc, j'ai 12 volts de plus au point B qu'au point C. Comme au point C, j'ai 0, 0 plus 12, ça fait 12. Comment je sais que c'est plus? Parce que le courant, il va toujours du point où le potentiel est le plus élevé vers le point où le potentiel est le plus bas. Donc, nécessairement, le point B a un potentiel plus élevé que le point C. Donc, je vais trouver que VB, ça fait 12 volts, tout simplement. J'aurais pu aussi dire, dans ma résistance 1, j'ai une différence de potentiel de 2 ohms fois 3 ampères, donc 2 fois 3, ça fait 6. Ce qui veut dire que dans la résistance 1, j'ai une différence de potentiel de 6 volts. Et donc, j'ai 6 volts de différence entre le point A et le point B. Comme je vais dans le sens du courant, entre le point A et le point B, je sais que le potentiel doit diminuer. Le potentiel diminue dans le sens du courant. Et donc, je diminue de 6 volts. 18 moins 6, ça fait 12. Donc, que je passe par la résistance 1 ou par la résistance 2, j'obtiens le même résultat, 12 volts. Là, pour l'instant, ça ne m'aide pas à comprendre en quoi est-ce que tout ça rend les circuits plus simples. Je vous promets, ça s'en vient. La mise à la terre, ce qu'on appelle aussi le ground, c'est la même chose. Ground, c'est juste le mot en anglais. Donc, la mise à la terre, c'est une référence dans un circuit. C'est juste un endroit où je peux poser que V égale 0. Donc, en mettant une mise à la terre, c'est un peu comme ce qu'on a fait dans l'exercice qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on avait dit, au point D, le potentiel vaut 0. Là, c'est juste qu'au lieu de le dire, on met ça ici, à l'endroit où on veut poser que le potentiel vaut 0. Dans ce problème-ci, on vous demande de déterminer le courant dans chacune des branches. Donc, on a vu avec les lois de Kirchhoff qu'on pourrait poser 3 courants dans le circuit, faire la loi des nœuds, faire la loi des mailles 2 fois, puis résoudre le système d'équations. Et ça marcherait. Puis effectivement, ça fonctionnerait, on s'entend, je ne suis pas en train de vous dire que les lois de Kirchhoff sont plus bonnes. C'est juste que des fois, il y a certains problèmes dans lesquels on pourrait trouver une solution plus rapide. Donc, on va d'abord ici calculer la résistance équivalente. Là, je ne vais pas faire le détail parce qu'on a fait déjà une section sur la résistance équivalente. Puis, si vous voulez voir, vous pouvez regarder à la page 265 du livre, tout le détail est là.
Et juste pour vous dire, dans ce cas-ci, la résistance équivalente donne 12. Alors, si je veux trouver le courant dans la branche qui est ici, donc vous imaginez qu'en fait, quand on fait ça, là, quand on remplace la résistance, toutes les résistances qui sont ici par une résistance équivalente, c'est comme s'il me restait juste un circuit dans lequel il y a juste la pile, puis une résistance. Et le courant que je trouve, alors je fais delta V égale RI. Donc j'ai une pile ici, qui est une pile de 36 volts. J'ai ma résistance qui est 12 ohms. Mon courant, 3 ampères. 3 ampères, c'est où? C'est dans la branche où se trouve la pile, parce que c'est ça que je viens de trouver. Je viens de trouver que si j'avais juste une pile avec juste une résistance, donc il y aurait une seule branche, puis le courant, ce serait le courant qui passerait dans la pile. Si je veux que ce soit équivalent, ça veut dire que je veux que dans la pile, il passe le même courant. Sinon, c'est pas équivalent. Donc, je trouve que mon courant ici, 3 ampères, c'est le 3 ampères qui est dans la branche de gauche. Comme ça. Ceci étant dit, pour résoudre ce problème-là, on va mettre une mise à la terre. Dans le livre, ils ont choisi le point A, c'est un bon choix. On va voir plus tard qu'est-ce qui est un bon choix, qu'est-ce qui est un mauvais choix, même si en théorie, on pourrait le mettre n'importe où. Donc là, j'ai mis ma mise à la terre au point A. Je pose donc que le potentiel au point A est 0. Et comme je connais la différence de potentiel sur la pile, c'est 36 volts, mais je le sais que de l'autre côté de la pile, on va avoir 36 volts de plus. Puis 36 plus 0, ça fait 36. Fait qu'au point B, qui est relié par un conducteur, on a 36 volts. Comme le point B et le point C sont aussi reliés par des conducteurs, bien, nécessairement, il n'y a pas de variation de potentiel dans un conducteur. Ça veut dire que mon potentiel vaut aussi 36 volts au point C. Qu'est-ce que je connais d'autre dans ce circuit-là? Comme j'ai trouvé la résistance équivalente et que j'ai trouvé le courant tantôt, je sais que le courant dans la résistance 4 est de 3 ampères. Donc, si j'ai 3 ampères et 8 ohms, je peux trouver la différence de potentiel sur ma résistance 4, c'est-à-dire la résistance de potentiel entre les points A et F. 3 fois 8, ça fait 24. Comme le courant va du point F vers le point A, je sais que le point F a un potentiel plus élevé. Et donc, 24 volts plus élevé que le point A, qui est à 0. Donc 24 plus 0, ça fait 24 tout simplement. J'ai donc le potentiel au point F, qui est 24. Le potentiel au point E aussi, puisque les deux sont reliés par un conducteur et qu'il n'y a pas de différence de potentiel dans les conducteurs. Alors maintenant, je sais que j'ai 36 volts au point B et C, puis 24 volts au point E et F. Alors, si j'ai 24 volts ici, puis que j'ai 36 volts ici, quelle est la différence de potentiel sur ma résistance 1? C'est 36 moins 24. 36 moins 24, ça fait 12. Donc, c'est la différence de potentiel entre les deux côtés de la résistance. Mon courant, il va par où? Bien, il va toujours de l'endroit où le potentiel est le plus élevé, 36, jusqu'à l'endroit où le potentiel est le plus bas, qui est ici, qui est 24. Alors, 36 moins 24, ça me fait 12 volts. Mon courant va aller du point C vers le point F. Il va avoir quelle valeur? J'ai 12 volts, j'ai une résistance de 12 ohms. Quel est le courant? 1 ampère. 1 ampère orienté vers le bas. Comme ça ici. Qu'en est-il du courant qui est ici? Bien, c'est sûr que là, rendu là, le plus facile, ce serait de faire la loi des nœuds. Si je fais la loi des nœuds au point C, j'ai 3 ampères, j'ai 3 ampères qui entrent dans le point C. J'ai 1 ampère qui ressort en descendant, comme ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui manque? Bien, il y a 2 ampères qui sortent ailleurs. Bien, ils sortent ici, vers le point D. Donc, mon courant, I2, le courant dans la deuxième branche ici, à l'extrémité, c'est 2 ampères, tout simplement. 3 ampères qui entrent, 1 ampère qui ressort par là, et 2 ampères qui ressortent par là. Donc, si je veux savoir, par exemple, c'est quoi la différence de potentiel, c'est pas dans la question, mais juste pour finir le problème, c'est quoi la différence de potentiel sur R2? Bien, R2, elle a une résistance de 2 ohms, elle est parcourue par un courant de 2 ampères, donc 2 fois 2, ça fait 4. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que mon potentiel, ici, va diminuer de 4. 36 moins 4, ça fait 32. Donc, on a 32 volts au point D. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça fonctionne? On va juste vérifier que tout est cohérent. Je vais avoir 32 volts ici, 24 volts ici. C'est quoi la différence? 32 moins 24, ça fait 8. Est-ce que ça correspond à la différence de potentiel que j'ai ici? 4 fois 2, ça fait bien 8. Donc effectivement, j'ai une différence de potentiel, R fois I, de 8 volts
qui correspond bien à la différence entre 32 et 24. Voici un exercice qui serait pas le fun à faire avec les lois de Kirchhoff. Combien il y a de branches ici? J'en ai une ici en bas, une. J'en ai une ici, ça fait 2. J'en ai une au centre ici, ça fait 3. J'en ai une ici, ça fait 4. J'en ai une autre là, ça c'est 5. Et j'en ai une dernière ici, qui est 6. J'ai 6 branches dans ce circuit-là, donc 6 courants. Qui ici a envie de faire un problème avec 6 équations et 6 inconnus? J'entends personne. Je suis sûre que la réponse c'est « moi, ça ne me tente pas ». Bien évidemment, on ne veut pas faire ça. Ça se fait, mais c'est pas le fun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vous demande de déterminer le courant qui circule dans chacune des résistances. Donc, je n'ai pas besoin de trouver tous les courants, même si je pourrais. On veut juste savoir c'est quoi le courant dans la branche où il y a la résistance R3, R1, puis R2. Appelons-les tout simplement I3, I1 et I2 pour que ce soit plus simple. Comment on va faire ça? On va commencer par poser une mise à la table. Je vais la mettre là. Je vais la mettre à ce point-là. J'ai choisi ce point-là, pourquoi? Mais parce qu'il se trouve du côté le plus petit de 2 piles. Puis je sais que sur une pile, le côté le plus petit, c'est là où le potentiel est le plus bas. Et j'essaie, ici, de ne pas avoir de valeur de potentiel négative. C'est pas grave si ça arrive, ça fonctionne quand même, mais on essaie de se placer au point le plus bas juste pour que mes valeurs de potentiel soient toutes positives. Fait que ça me donne quoi? Bien là, je mets ça ici, puis je dis, bien, toute cette zone-là ici, je l'ai dessinée en rouge pour qu'on le voit bien, c'est la zone où le potentiel vaut 0, selon la mise à la terre que j'avais choisie. Comme je connais les 2 piles qui sont là, FEM2 et FCM3, donc 8 et 5 volts, ça veut dire que je connais le potentiel de l'autre côté de la pile, puisque ce potentiel-ci, c'est 0. Si je prends la 2, mais de l'autre côté, ça vaut combien? Ça vaut 8 volts de plus. 8 volts de plus que 0, ça fait 8. Donc, partout où je suis en zone bleue, je suis dans la zone où le potentiel vaut 8 volts. Donc, ça vaut 8 volts de l'autre côté de la pile, puis tout ce qui est relié à un conducteur à ce côté-là de la pile, c'est 8 volts tout simplement. Ma pile 1, elle est de 4 volts. Et donc, de l'autre côté de la pile 1, je vais avoir 4 volts de plus que de ce côté-là. J'ai 8 de ce côté-là, fait que je fais 8 plus 4, ça va faire 12. Donc, j'ai 12 volts de l'autre côté de la pile 1. Et partout, tant que je suis relié par le conducteur. Donc, toute la zone verte, elle est à 12 volts. Et ma pile 3, ben, j'ai la même chose. Je suis relié ici avec une pile de 5 volts. Donc, j'avais 0 ici, j'ai 5 volts de l'autre bord. Et je vais tout simplement dire que dans cette zone-là ici, mon potentiel vaut 5. Tout ça comparé au 0 que j'ai placé arbitrairement ici. Maintenant que je sais ça, je connais la différence de potentiel sur chacune des résistances. Ici, j'ai quoi? J'ai 12 d'un côté, puis j'ai 8 de l'autre. 12 moins 8, ça fait 4. Ma résistance vaut 2 ohms. On peut trouver le courant. Sur la résistance 2, j'ai quoi? J'ai 12 volts en haut, puis 0 en bas. Et donc, ma différence, ben 12 moins 0, ça fait 12. Ma résistance est de 4. Je peux calculer le courant. Même chose ici. Ma résistance 3, j'ai 8 d'un côté et 5 de l'autre. Fait que ça donne quoi? Ben, 8 moins 5, ça fait 3. 3 volts. Ma résistance est de 3 ohms. On va calculer chacun des courants. Mes courants qui me donnent ici 2 ampères, 3 ampères, 1 ampère. Je vous rappelle que moi, je ne fais pas des problèmes qui arrivent parfaitement comme ça dans les examens. Fait qu'attendez-vous pas à avoir tout le temps des chiffrons. Mais, ce que je peux déduire aussi, c'est à chaque fois, quel est le sens de ce courant-là. Parce que je sais quel côté le potentiel est le plus élevé. Donc ici, le potentiel est le plus élevé en haut, et donc mon courant va vers le bas. Même chose sur R2, mon courant va vers le bas parce qu'il va de la partie où le potentiel vaut 12 volts vers la partie où c'est 0. Et ici, on va du côté où c'est 8 volts vers le côté où c'est 5 volts. Donc mon courant, il va vers la droite. Remarquez qu'ici, ça va faire en sorte que le courant passe à l'envers dans la pile 2. Parce qu'il y a 1 ampère qui circule dans cette branche-là, à l'envers par rapport à la pile. Donc cette pile-là n'est pas en train de donner de l'énergie au circuit, elle est en train d'en accumuler. Si je voulais déterminer le courant dans les autres branches, maintenant je pourrais le faire. Je pourrais dire par exemple, tiens, j'ai 1 ampère qui s'en vient par là. J'ai 3 ampères
qui s'en viennent par là. Donc, au point qui est ici, j'ai 1 ampère qui entre comme ça, 3 ampères qui entrent comme ça, puis ils s'en vont où ces 4 ampères-là qui viennent d'entrer dans mon point? Bien, ils s'en vont nécessairement ressortir par là, mais c'est la somme. Donc, 4 ampères qui vont aller dans cette direction-là. Ceci étant dit, dans ce nœud-là, si j'ai 4 ampères qui arrivent comme ça, puis que j'ai 2 ampères qui arrivent comme ça, la somme des deux, ça me fait 6. Ils ressortent où? Ben, ils ressortent là, ils n'ont pas le choix, ils s'en vont par là. Donc, j'ai 6 ampères qui ressortent dans cette direction-là. Maintenant que je sais ça, j'ai 6 ampères qui arrivent ici. J'ai 1 ampère qui repart vers le bas. Où sont les 5 ampères manquants? Ben, ils vont s'en aller vers le haut. Donc, je peux trouver, comme ça, le courant dans chacune des branches sans utiliser les lois de Kirchhoff. Ben, à part la loi des nœuds. Mais surtout sans utiliser la loi des mailles, sans être obligé de faire un système d'équations et d'inconnus. Des fois, ça va plus vite. Ça nous permet aussi de nous diriger vers des circuits qui sont un peu surprenants. Qu'est-ce que c'est une branche ouverte? Une branche ouverte, c'est un circuit qui n'est pas connecté. Donc, j'ai des résistances ici qui sont branchées dans mon circuit d'un bord, mais pas de l'autre. Il faut savoir que si le circuit n'est pas branché, il ne peut pas y avoir de courant qui circule. Vous imaginez encore le courant comme des électrons qui sont en mouvement. Est-ce que mes électrons peuvent s'en aller du point D vers le point E? Pour aller où? Une fois qu'ils arrivent au point E, est-ce qu'ils s'accumulent là? Puis s'ils sont au point E, est-ce qu'ils peuvent revenir vers le point D? En réalité, évidemment, entre le point D et le point E, j'ai un paquet d'électrons qui s'en vont n'importe comment, mais qui ne sont pas en train de dériver ni dans un sens ni dans l'autre. Ils ne sont pas plus attirés par le point D ou par le point E. Il ne peut pas y avoir de courant dans une branche ouverte. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de différence de potentiel. Delta V égale RI. Fait que si mon courant vaut 0, delta V vaut 0 aussi. Et donc, le potentiel dans une branche ouverte est tout simplement constant. Ce qui ne veut pas dire qu'il est 0. C'est bien important. C'est pas la même chose. On veut juste dire qu'il est constant. Donc, on peut dire qu'elles sont hors circuit et que la seule portion qui est intéressante, qui est importante et qui est parcourue par un courant, c'est la portion qui est dans le circuit fermé. Donc, dans cette partie-là, j'ai R1 et R3 qui sont dans le circuit fermé et donc qui sont parcourus par un courant. Je peux appliquer la même méthode avec la mise à la terre qui est ici. Je sais que ma pile, elle est de 12 volts. Donc, j'ai 12 volts de l'autre côté. Au point A, j'ai 12 volts. Au point B aussi, puisqu'il est relié par un conducteur. Et je peux trouver la résistance équivalente de mon circuit. Et comme je ne tiens pas compte de ce qu'il y a dans les résistances R2 et R4, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire, ben, j'ai R1 et R3 qui sont en série. C'est les seules portions. Donc, 3 plus 3, ça fait 6 ohms. Et donc, 6 ohms, avec une pile de 12 volts, ça me donne un courant dans toute la partie fermée du circuit de 2 ampères. Donc, sachant que j'ai 2 ampères, 2 fois 3, ça fait 6 volts. Donc, j'ai une diminution ici de 6 volts. 12 moins 6, ça fait 6. Et j'ai une diminution ici aussi de 6 volts. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, j'ai le potentiel au point B, D et F. Comme il n'y a pas de différence de potentiel entre le point F et G, parce qu'il n'y a pas de courant par là, ça veut dire que j'avais 0 au point F, parce qu'il est relié à la mise à la terre, et j'ai aussi 0 au point G. J'avais 6 au point D, et j'ai aussi 6 au point E, parce qu'il n'y a pas de courant ici, et ici, ben, on est tous reliés dans un conducteur, donc si j'ai 12 volts ici, j'ai 12 volts ici aussi, mais il n'y a toujours pas de courant entre B et C. C'est un conducteur, mais non parcouru par un courant. Donc maintenant, un exercice à faire par vous-même, c'est l'exercice 3.7.4. On vous donne 3 résistances qui sont de 3 ohms, la pile 1 de 6 volts, la pile 2 de 9 volts, et on vous demande de déterminer le courant, grandeur et direction, dans chacune des branches. Celui-là, vous le faites par vous-même. Mais allez-vous-en pas, il reste encore une section. La section 3.8, les instruments de mesure. Donc, les instruments de mesure, vous les avez déjà utilisés dans les laboratoires, fait que vous savez déjà comment ça marche. Il y a des notions de base qui sont vraiment importantes à connaître. Premièrement, le ohmmètre, quand on le branche dans le circuit, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de pile pour pouvoir l'utiliser. Par contre, je ne suis pas obligé de le brancher sur une seule résistance, je peux le brancher sur un paquet de résistances, et dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément mesurer la résistance équivalente.
L'ampèremètre et le voltmètre permettent de mesurer le courant et la différence de potentiel, le voltage. L'ampèremètre, je dois le brancher dans le circuit, c'est-à-dire qu'il remplace une branche du circuit ou une partie du circuit. Donc souvent dans le circuit, je vais avoir un fil qui est ici, je vais enlever le fil et je vais mettre l'ampèremètre à sa place. Pour que l'ampèremètre fonctionne le mieux possible, il doit avoir une résistance interne la plus petite possible pour que la présence de l'ampèremètre modifie le moins possible le circuit en question. Le voltmètre, quant à lui, mais on va le brancher en parallèle sur une résistance, comme ça ici, et il va mesurer la différence entre le potentiel d'un côté et le potentiel de l'autre côté. Dans ce cas-là, la résistance interne du voltmètre doit être la plus grande possible, parce que si j'ai une petite résistance, j'ai une grosse partie du courant qui va juste passer dans le voltmètre. Ça va vraiment modifier le circuit. L'idée, c'est que la résistance interne du voltmètre soit beaucoup plus grande que la résistance sur laquelle on la branche. Donc, si j'ai une résistance de 1000 ohms avec une résistance interne de 20 millions de ohms, évidemment, la proportion du courant qui passe dans le voltmètre n'est pas très grande. Par contre, si je branche mon voltmètre qui a 20 millions de ohms de résistance interne avec une résistance de 20 millions de ohms, bien là, j'ai la moitié du courant qui passe dans la résistance et la moitié du courant qui passe dans le voltmètre, ce qui change complètement le circuit. Donc, ça va changer la valeur de la résistance équivalente du circuit nécessairement. Et donc, quand je branche mon ampèremètre, le courant, il va toujours du côté plus vers le côté moins. Donc, quand vous l'utilisez au labo, le côté moins, c'est le côté COM, c'est celui que vous branchez dans le COM tout simplement là, de l'appareil. C'est le côté moins, c'est celui qu'on branche. Par exemple, si j'ai branché le côté Q ici, puis que je branche l'entrée de l'ampèremètre, le point 2 ampères. Souvent, c'est le fil rouge simplement. Ici, bien, si mon courant est positif, ça veut dire que le courant il va du point P vers le point Q. Et si mon courant est négatif, ça veut dire qu'en fait, le courant va de l'autre côté. Fait que ça, c'est important. Il faut savoir quand est-ce que le courant va donner une valeur positive et négative. Évidemment, on le sait que le courant, c'est toujours positif. Mais l'ampèremètre, lui, il m'indique avec un signe si le courant va dans le sens que je pensais ou s'il va dans le sens opposé. La différence de potentiel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va mesurer la différence entre le point que je branche dans le COM et le point que je branche dans l'entrée du voltmètre. Encore une fois, le fil rouge souvent et le fil noir. Alors si au point où j'ai branché le fil rouge, le potentiel est plus élevé, ça veut dire que mon courant il va du côté où le potentiel est plus élevé vers le moins élevé. Et inversement, si ici j'obtiens une valeur négative au point P par rapport à mon point Q, ça veut dire qu'en réalité, le potentiel est plus bas ici. Et donc, le courant va du côté de l'autre bord. Donc, il va du point où le potentiel est le plus élevé vers le point où le potentiel est moins élevé. Donc, la valeur du voltage, c'est la différence de potentiel entre les deux points. Puis, le signe m'indique, il est où le potentiel le plus élevé, et donc, il est où le courant. Il va par où le courant. On peut mettre des éléments de ce type-là dans un circuit, dans un exercice. Puis ça, c'est bien intéressant parce que ça nous permet de vous rajouter de l'information qui est un peu subtile. Donc, on vous donne ceci, la pile 1 qui est là, qui est 17 volts, les résistances R1 qui est 1, R2 qui est 2 et R3 qui est 3 ohms. Et on vous donne deux informations très importantes. Le courant dans l'ampèremètre ici, c'est 2 ampères. Et le voltmètre qui est là mesure 9 volts. Trouvez la valeur de la résistance R4 qui est là et la valeur de la FEM de la pile numéro 2. Remarquez qu'ici, puis ça c'est bien important, la résistance interne du voltmètre, on va la considérer infinie. Ce que ça veut dire, c'est que ça ici, il n'y a pas de courant qui passe par là. Donc il passe par où le courant? Bien, si on part de ce point-là, il va aller dans la branche du haut, comme ça ici, jusqu'au point qui est là, dans la branche du bas, comme ça, jusqu'ici, et dans la branche du centre. Il n'y a pas de courant au centre. S'il n'y a pas de courant au centre, ça veut dire que ce point-là et ce point-là, c'est pas des nœuds. Ça ici, c'est juste le voltmètre. Je ne le considère pas comme faisant partie du circuit. Fait que là, vous pouvez prendre votre main et juste le mettre par-dessus. Ça ne fait pas partie du circuit. Il y a juste 2 nœuds. Il y en a un là, il y en a un là. Et il y a juste 3 branches. Celle du haut, celle du centre et celle du bas. Mais pas dans le voltmètre. On va se servir de ce qu'on a vu précédemment. On va poser une mise à la terre.
Je l'ai mise ici, au point en bas, entre autres parce que c'est en bas des deux piles, c'est-à-dire du côté négatif des deux piles. Ça me semblait l'endroit où le potentiel était au plus bas. Donc, on a posé ici que le potentiel valait 0. Ceci étant dit, mais ça veut dire que la zone qui est bleue ici est à 0 volts. Cette pile-là, c'est 17 volts. Fait que de l'autre côté, j'ai 17 volts ici, jusque là. Donc, on commence par ça. J'ai mis la mise à la terre, j'ai trouvé le potentiel en deux zones, le 0 et le 17 volts. Comme j'ai un courant ici de 2 ampères, puis ça c'est le courant qui se propage dans la branche du centre entre le point B et le point D. Bon, le courant, il va par où? Le courant, il va du plus vers le moins, ça veut dire que mon courant ici, il va vers la droite. J'ai 2 ampères, j'ai 2 ohms, 2 fois 2, ça fait 4. Il y a une différence de potentiel de 4 volts sur ma résistance 2. Mon courant va vers la droite, ça veut dire que le point à gauche a un potentiel plus élevé que le point à droite. Et donc, entre le point B, qui est à 17 volts, et le point C, je dois avoir plus 4 volts. 17 plus 4, ça me fait 21. J'ai 21 volts dans la zone verte qui est ici, partout. Donc l'ampèremètre a une résistance qu'on considère nulle ou négligeable, et donc il n'y a pas de différence de potentiel sur l'ampèremètre. Fait que j'ai partout ici 21 volts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une différence de potentiel ici de 9 volts entre le point C et le point E. C'était dans la question, on me le disait, le voltmètre lit une différence de potentiel de 9 volts. Le point C a 9 volts de plus, pour ça qu'il y a un plus ici, que le point E, qui est le plus bas. Alors, 21 moins 9, ça fait 12. J'ai 12 volts dans la zone qui est mauve ici. Avec ces informations-là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je pourrais trouver c'est quoi le courant dans la résistance 3, puisque je sais que la résistance 3 est de 3 ohms, que j'ai 21 volts en haut, que j'ai 12 volts en bas, et donc j'ai 9 volts ici, puis quand on regarde ça, on se rend bien compte qu'en fait la résistance 3 est en parallèle avec le voltmètre, et que c'est totalement logique que ce soit 9 volts, mais c'est pas grave si on ne l'avait pas vu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ben, 9 volts, 3 ohms, 3 ampères. J'ai un courant de 3 ampères dans ma résistance 3 qui va vers le bas, du point où le potentiel est le plus élevé vers le point où le potentiel est le moins élevé, donc de 21 vers le 12. On peut aussi voir que la résistance 4 est parcourue par le même courant que la résistance 3. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de courant dans la branche ici. Ça veut dire que du point B à A, à E, à D, j'ai le même courant partout. Donc si j'ai un courant de 3 ampères ici, j'ai le même courant de 3 ampères ici. Donc je peux trouver R4. J'ai 0 volts ici, 12 volts ici. 12 moins 0, ça fait 12 volts. C'est mon delta V sur ma résistance 4. Il y a un courant de 3 ampères qui passe par ici, qui est le même qui passe là. Mais en fait, il s'en va par là, excusez. Donc il va du point E vers le point A. Et 12 volts, courant de 3 ampères, ma résistance 4 vaut 4 ohms. Ouais, ça on aurait pu deviner, hein? Les résistances valaient 1, 2, 3. Je pense qu'on pouvait deviner que la quatrième allait donner 4. Ça ne sera pas comme ça à l'examen. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la loi des nœuds. J'ai un courant de 2 ampères dans la branche du centre. Ça, je le savais parce que c'est l'ampèremètre qui me le disait. J'ai un courant de 3 ampères dans la branche du bas qui s'en vient comme ça. Fait que si je regarde au nœud B, j'ai 2 ampères qui entrent dedans comme ça. J'ai 3 ampères qui arrivent du bas. Et ces 5 ampères-là doivent ressortir et ils ressortent vers le haut. Donc, j'ai 5 ampères qui s'en vont dans la branche du haut. Maintenant que je sais ça, si j'ai 5 ampères qui passent dans la résistance R1, je peux calculer sa différence de potentiel. 5 ampères fois 1 ohm, ça va me faire 5 volts. Ça, c'est mon delta V. C'est la différence de potentiel entre le point D, qui est ici, qui est 21, et le point F, ici. Donc, je dois avoir 5 volts de plus. Je vous rappelle, le courant va vers les potentiels les plus bas.
Et donc, le point F a un potentiel plus élevé que le point D. Donc, 21 plus 5 volts, ça va me donner 26 volts. J'ai 26 volts au point F. Oh! J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour déterminer la pile, ou la FEM de la pile 2. J'ai 26 en haut, j'ai 17 en bas. 26 moins 17, 9 volts. Cette pile-là est de 9 volts. Alors, j'ai trouvé toutes mes réponses. J'ai trouvé que R4 valait 4 ohms et que la FEM de la pile 2 était de 9 volts. Un exercice à faire par vous-même. Un deuxième, n'oubliez pas l'autre de tantôt. Donc, c'est l'exercice 3.8.9 dans lequel on vous donne ce circuit pour lesquels les résistances valent 4 ohms et 10 ohms, R1 et R2. La pile 1, 18 volts, la pile 2, 6 volts. L'ampèremètre mesure un courant de 2 ampères. Déterminer la puissance de chaque élément du circuit. Donc, petite révision sur la notion de puissance, mais aussi, évidemment, déterminer la résistance R3, que vous ne connaissez pas. Donc, je vous laisse faire ça. On fait ces deux exercices-là, celui de la section précédente et celui-ci, au prochain cours. Bye bye!